Cette vidéo vous est présentée par la boutique de Diceall.com, les prix les plus bas sur vos jeux de société favoris. Bonjour chers amis joueurs, ici LP et bienvenue sur un nouvel épisode de Kickstarter sans Earnout dans lequel je te présente le jeu In Too Deep de Burnt Island, ceux qui avaient fait je pense In the Hall of the Mountain King. C'est un jeu qui se joue de 1 à 5 joueurs, mais c'est un jeu de 2 à 5 joueurs avec un mode solo. C'est un jeu dans le fond, pas tout à fait de semi-coop, c'est un jeu 95% compétitif, dis-je, dans lequel les joueurs vont incarner des espèces d'agents d'une agence secrète dans un monde cyberpunk qui vont tenter d'influencer différents criminels et de guider leurs actions pour ramasser des preuves alors qu'ils investiguent contre le Syndicate qui est une organisation maléfique puissante et on tente de renverser, de contrecarrer les plans de cette organisation-là. Les joueurs en tant que tels ne sont pas présents sur le plateau, ils vont contrôler différents criminels qui sont présents sur leur plateau qui, eux, tentent d'accomplir des crimes, puis on va influencer leurs actions pour accomplir ces divers crimes-là. C'est un jeu dans lequel on va marquer des points de victoire en fin de partie selon les indices qu'on a accumulés pendant la partie. C'est un jeu où on va avoir déplacé plein de criminels sur un plateau. C'est un jeu qui m'intéressait beaucoup quand je l'ai vu passer sur Kickstarter, mais je n'étais pas suffisamment certain pour le supporter. Là, il est sorti magasin et j'ai ramassé une copie magasin. Fait que maintenant, je vais vous expliquer comment on l'installe, je vais vous expliquer comment on y joue. C'est pas simple, je t'avertis. Et je vais revenir à la fin pour te dire ce que j'en pense. Première chose qu'on va faire pour la mise en place, c'est qu'on va placer le plateau de jeu principal qui est composé de 8 tuiles comme ça qui ressemblent à ceci. Chaque tuile a un nom, chaque tuile a un certain nombre d'espaces pour indiquer la présence policière sur la tuile et chaque tuile a un pouvoir particulier. On brasse les 8 tuiles et on les distribue comme ça, on les dispose pour faire une espèce d'octogone comme ça ici. On va avoir différents éléments à placer là-dessus pour finir notre mise en place. Pour faire notre mise en place, on va avoir le sentinelle qui va toujours commencer sur la tuile qui s'appelle Downtown. Je vais le mettre comme ça pour qu'on le voit bien. On va avoir entre les tuiles des espèces de jetons de barrages policiers qui sont indiqués. On a des espèces d'octogones qui sont formés à l'intersection de chacune des tuiles. Le premier jeton de barrage, il va aller sur le premier point d'intersection après la tuile de Downtown et l'autre va aller exactement en face, donc en suivant la ligne, il va aller juste l'autre bord du plateau. On va avoir des items à placer, on a 8 items dans le jeu, on les brasse et on en met un par lieu de façon aléatoire pour représenter les 8 premiers lieux du jeu. On va avoir également nos jetons de présence policière à placer. Il y en a 6 à placer. Pour l'instant, ils sont au centre. Les 3 premiers, on va toujours les placer sur la zone Blocks, qui est juste ici. On va sauter 3 zones. On va aller placer les 2 jetons suivants. On va sauter encore 3 zones. Et on va aller placer le dernier jeton. L'autre partie de la mise en place générale qu'on va avoir à faire sur le plateau, c'est d'aller chercher les criminels qui vont être dans le jeu. Il y a 10 criminels qui sont disponibles. Selon le nombre de joueurs qu'on va faire, on va choisir 5 ou 6 criminels. Dans une partie à 2-3 joueurs, c'est 5 criminels. Fait qu'on va aller prendre ces 5 criminels-là. On va aller chercher leurs cartes. Dans d'autres de leurs cartes, c'est l'aide de jeu d'ailleurs. Fait qu'on va aller chercher ces cartes-là qu'on va disposer près du plateau. Et de façon aléatoire, chaque criminel va venir avec un standee. De façon aléatoire, on va aller placer les 5 standees sur le plateau pour indiquer le positionnement initial de chacun des criminels. On ne peut pas placer un criminel à l'endroit où il y a le sentinelle. Les criminels vont également venir avec des jetons que les joueurs vont pouvoir récupérer pour indiquer quels criminels sont en train de contrôler. Ces jetons-là, initialement, on va tout simplement aller les placer au centre pour que chaque joueur y ait accès. Les criminels vont également venir avec des jetons qui indiquent l'influence qu'on a avec chacun de ces criminels-là. Chaque joueur va avoir à prendre un de ces jetons-là, mais ça, on va voir ça plus en détail quand on va faire la mise en place individuelle de chacun des joueurs. On va également avoir 2 plateaux à préparer qu'on va se garder juste à côté de notre plateau principal, le plateau de mouvement. Le premier plateau qui est ici, qu'on voit dans le bas, c'est le plateau où on va avoir différents dossiers, on va accumuler des preuves sur ce plateau-là. On a sur le plateau un petit pion à placer juste ici pour indiquer à quel tour de jeu on est ou à quel chapitre on est. On a 3 chapitres à l'intérieur du jeu.
Juste ici, on va avoir des dossiers à placer et je précise que ce plateau-là est recto-verso selon le nombre de joueurs qu'on est. Si on joue une partie à 5 joueurs, on va prendre ce côté-là. Si on joue une partie à 2, 3 ou 4 joueurs, on va prendre ce premier côté. Et avec les jetons dossiers, on va aller recouvrir chacun des cercles selon le nombre de joueurs qu'on joue. Si par exemple j'installe une partie à 3 joueurs, je vais avoir à couvrir tous les marqueurs que c'est écrit 2 ou 3 dessus. Je vais laisser vierge les marqueurs, c'est écrit 4. On ne s'en servira pas dans cette partie-là. On va également avoir 6 jetons cibles, qui sont les types de preuves qu'on peut accumuler pendant la partie. On va les brasser en début de partie. On va en choisir 3 qu'on va aller placer juste ici. Ce sont les 3 cibles qu'on a pour ce chapitre-là. Ces 3 jetons-là vont changer à chaque chapitre. Fait que les 3 jetons qu'on n'a pas utilisés, on va aller les placer sur le côté. On va avoir également ce petit plateau-là à préparer. On va avoir des jetons de preuve à aller placer sur ce plateau-là. Fait qu'on va aller remplir chacune des zones selon le nombre de joueurs qu'on a. On voit qu'à 2 joueurs, je dois commencer par remplir toutes les 2 premières lignes comme ça ici, puis on va remplir ça face cachée. Il me manque un jeton juste ici. À 3 joueurs, je vais avoir à remplir une ligne supplémentaire. Si on jouait à 4 joueurs, j'aurais à placer 3 jetons de plus. On va finalement en révéler 4. On voit que ça a été bien brassé. On va en révéler 4 qu'on va aller placer face ouverte dans le bas du plateau. Cette zone-là va s'appeler le plank, si je ne me trompe pas. On a également des jetons bonus à aller placer. On va en piéger 3 qu'on va aller mettre sur ces zones-là juste ici. C'est des espèces de tuiles qu'on peut aller chercher pour avoir des actions, des pouvoirs spéciaux particuliers. On va se garder les réserves proches dans chacun des cas en gardant les jetons face cachée. On va avoir également des decks de cartes à préparer. Premièrement, il y a un deck de cartes dilemme qui ressemble à ceci. Si on a juste à le brasser et à se le garder pas loin de la zone de jeu, on va avoir à piger dedans régulièrement. On a un deck de ce qu'on appelle les side crime, même principe. On va tout simplement se le garder pas loin de la zone de jeu une fois qu'on va l'avoir brassé. Et on a un deck avec les story crime, qui sont un deck qui est comme ça, qui est séparé en deck de cartes 1, 2 et 3. Lui, on va avoir une petite mise en place à faire avec celui-là. Chaque type de crime qui est à l'intérieur du jeu est dans une espèce d'histoire. Fait qu'une histoire qui va se suivre. Les histoires sont codées avec un système de lettres. Fait qu'on a donc 7 séries d'histoires dans le jeu, A, B, C, D, E, F et G. Et on doit en enlever un certain nombre pour en garder seulement 5. Comme il y a juste une histoire de niveau 3 de chaque type, pour ce faire, on va tout simplement brasser ça et on va enlever toutes les histoires qui ont dans mon cas ici les lettres E et les lettres F. Fait que je vais enlever les 2 cartes E et F de mon deck numéro 1. Je vais aller chercher dans mon deck numéro 2 les cartes E et F. J'ai une carte F ici, j'ai une carte E ici. Comme ça, on va les enlever. Je devrais normalement avoir une autre carte F quelque part. Il est censé en avoir 2, être ici par lettre. Et je vais enlever les cartes E et F également de mon dernier deck. Fait que F comme ça ici. J'ai mon deck F et j'ai mes 2 cartes là. On enlève tout ça. Ce qui veut dire que ce qui me reste dans chacun des decks, dans mon deck 1, 2 et 3, ce sont toutes les cartes qui ont rapport avec les histoires lettrées A, B, C, D, dans le fond, et G. Et on va se faire des petites piles comme ça de piges de chacune des numéros. Je précise que si on jouait à 4 joueurs ou plus, il y aurait plus de cartes dans chacun des decks, mais si on joue à moins de 4 joueurs, ce qui est mon cas, on va enlever de chacun des decks numérotés, toutes les cartes qui ont l'icône 4 joueurs ou plus. Finalement, au niveau du placement général, tout ce qui reste à faire, c'est d'aller se placer les divers jetons qu'on va servir dans le jeu. On a une pile de jetons ici qui sont des jetons de tolérance au niveau de la corruption qui vont aller de 2 à 10. On les garde ici classés dans le bon ordre parce qu'on a besoin d'aller chercher des jetons spécifiques. On a des jetons d'Intel qu'on va avoir ici, qu'on se garde. On a des désignations de 1, 5, 10, 20 et 50 si je ne me trompe pas. Quand on a fini de faire ça, notre mise en place est prête. Il ne reste qu'à aller faire la mise en place individuelle. Au niveau de la mise en place individuelle, chaque joueur va se prendre un plateau de joueurs individuel comme ça, qui a une petite lettre qui est indiquée ici. Cette lettre fait référence au plateau de preuves. Il y a une zone dans laquelle moi, je vais déposer mes preuves parce que je suis le joueur W. Je l'ai dit tantôt, chacun des criminels qui est en jeu qu'on a choisi a
un jeton à donner à chacun des joueurs. Dans mon exemple, j'installe une partie à 3 joueurs, fait que j'aurai besoin juste de 3 des 5 jetons. Et chaque joueur va prendre un jeton par criminel qui est en jeu et aller les placer sur la première case de sa zone qu'on va appeler la zone d'influence par criminel. Je vais les placer comme ça pour qu'on tente de les voir un petit peu chacun. Fait ici, il y a les 5 criminels qui sont en jeu. Ils commencent tous à 1 au niveau de l'influence que j'ai avec ce criminel-là. Chaque joueur va commencer également avec un jeton de preuve dans sa mémoire. La mémoire, c'est l'espèce de grande case que j'ai en plein centre. Moi, je peux regarder c'est quoi ce jeton-là, mais je le garde caché pour tous les autres joueurs. Ce jeton-là vient de la réserve générale et non pas du plateau que j'ai montré dans le segment précédent. Et chaque joueur va piger du deck de crime, un crime niveau 1 et un side crime, que moi je vais pouvoir regarder qu'est-ce qu'il y a sur chacune de ces cartes-là, mais que je vais garder face cachée, près de ma surface de jeu. Finalement, chacun des joueurs va commencer avec 3 d'intel, fait que 3 d'informations si on veut, en début de partie. Ces jetons-là ont différentes utilités. La principale étant qu'elles sont des points de victoire, qu'ils sont, dis-je, des points de victoire en fin de partie, mais je peux m'en servir pour aller voler le contrôle de certains criminels à d'autres joueurs. Cela étant dit, là, on a fini la mise en place. Maintenant, allons voir comment on joue. Donc, avant de tomber dans le creux des règles, on va faire un survol du concept général de Into Deep, comment ça fonctionne. Quel est l'objectif d'Into Deep? Into Deep, c'est un jeu qui est 90% compétitif. Il y a une petite partie collaborative avec de l'information secrète. On est des espèces d'agents qui vont influencer des criminels en prenant contrôle de leurs actes pour qu'ils accomplissent des crimes spécifiques, ce qui va nous permettre de ramasser de l'information, des preuves, d'investiguer contre le syndicate. Et à la fin de la partie, si on réussit à contrecarrer les plans du syndicate, on va marquer les points d'une façon, mais si le plan du syndicate n'est pas contrecarré, on va marquer les points d'une façon un petit peu différente. Il va y avoir une différence majeure dans le décompte des points. Fait que la structure de jeu, la façon qu'elle va fonctionner, c'est qu'on va jouer le jeu sous 3 chapitres, en 3 chapitres. Les chapitres, on va les mesurer juste ici. Un chapitre va se terminer quand, dans la zone qui est juste ici, on va avoir à remplir l'un des 4 zones de jetons qui est juste ici, mais qu'il n'y aura plus de place, il n'y aura plus de jetons face cachée pour les remplir. À chaque fois qu'on va prendre un jeton de cette zone-là, on va avoir à le remplacer par l'un des jetons qui est face cachée. Et si on ne peut pas le faire, ben ça met fin au chapitre en cours. Il va y avoir, selon le nombre de dossiers qui vont avoir été distribués, il va y avoir une pénalité aux joueurs qui ont le moins de dossiers ou un bonus à tous les joueurs qui ont des dossiers. Ensuite, on va réinitialiser les différents plateaux et on va commencer le 2e chapitre. On va faire ça 3 fois. Et à la fin du 3e chapitre, on va évaluer le niveau de corruption de chacun des joueurs. On va établir comment compter les points de victoire à la fin de la partie. Et celui qui va avoir le plus de points de victoire va l'emporter. Ça a l'air obscur dit comme ça, et celui-là, je le cache pas. Mais là, on va aller décomposer ça tour par tour, phase par phase, pour clarifier ça le plus possible. Mais pour l'instant, on retient qu'on joue en 3 chapitres, et à la fin du 3e chapitre, celui qui a le plus de points de victoire, les points de victoire étant représentés par ces jetons-là, et il y a beaucoup de façons de marquer des points de victoire en fin de partie. Donc celui qui va avoir le plus de points de victoire va l'emporter. Donc, maintenant qu'on sait un petit peu comment on s'enligne pour gagner une partie, comment on joue au jeu, comment on fait pour marquer des points de victoire dans ce jeu-là. Mais la structure de jeu est divisée comme ça ici en 5 phases. Dans une phase, on va commencer par s'accrocher ou à se lier à pirater mentalement un criminel. Si on n'est pas présentement lié avec aucun criminel, on est obligé de le faire, mais dès qu'on est lié, dès qu'on contrôle au moins un criminel, on n'est pas obligé de le faire. Par contre, on peut le faire si on veut en pirater plus qu'un. Ensuite, on va gagner de l'influence avec tous les criminels qu'on contrôle présentement. On va faire 2 actions parmi un choix d'actions spécifique sur lequel on va revenir. À la fin de notre tour de jeu, on peut, si on le veut, compléter un crime d'histoire, un des crimes numérotés 1, 2 ou 3. Et ensuite, à la fin de notre tour, on peut défausser des cartes et en repiger pour avoir minimalement une story card puis une side crime card. Fait que le tour de jeu va fonctionner comme ça. Après, c'est le joueur suivant qui va passer son tour, qui va continuer. Puis on va continuer comme ça jusqu'à temps qu'un chapitre se termine. Quand un chapitre se termine, on va avoir une certaine phase à suivre et on va reprendre le jeu. Et on va faire ça 3 fois jusqu'à temps que le 3e chapitre se termine. À la fin du 3e chapitre, on va faire les étapes de Game End pour marquer les points de victoire. Fait que maintenant, on va aller détailler ça dans le détail. Commençons par la première phase. Hook a criminal.
Donc, première étape du tour de jeu, on doit commencer par s'accrocher, se lier, influencer mentalement l'un des criminels qui est sur le plateau. Ça, la façon que ça fonctionne, c'est que si au début de notre tour de jeu, on est lié avec aucun criminel, ce qui va être le cas au premier tour de jeu, on va aller en choisir un parmi ceux qui sont disponibles et on va se lier à ce criminel-là. On va connaître la disponibilité des criminels. Tous ceux qui sont présentement au centre du plateau ne coûtent rien, n'ont aucun coût, fait que je pourrais prendre n'importe lequel de ces criminels-là et tout simplement m'y lier en le plaçant sur mon plateau personnel. Si je commence mon tour de jeu et je suis déjà lié à un criminel, il n'y a absolument rien qui m'empêche de me lier à un deuxième criminel et je peux même aller jusqu'à avoir de l'influence, à être lié jusqu'à 3 criminels à la fois. On voit qu'il y a un petit symbole de carte juste ici, fait que si je décide de me lier à un troisième criminel, je vais immédiatement piger la première carte du deck de dilemme et la rajouter à ma main de cartes actuelle. Si plus tard dans la partie, je décide que je veux me lier à un criminel qui est contrôlé par un autre joueur, ça va me permettre d'expliquer 2 règles à la fois. Premièrement, il n'y a absolument rien qui m'empêche gratuitement à mon tour de jeu de laisser tomber le lien que j'ai avec un criminel quand je décide de me lier à différents criminels. Et si je voulais me lier au criminel qui est contrôlé par ce joueur-ci, comme il est sous l'influence d'un autre joueur, j'aurais à lui payer 1 point d'intel pour pouvoir lui voler le contrôle de son criminel. Et là, comme je viens encore de remplir mon 3e espace, j'aurai à piger une autre carte dilemme. Fait que pour se lier à ces différents criminels-là, c'est comme ça. Tant qu'un autre joueur, il y a 2 façons de perdre le lien avec ces criminels. Un autre joueur me le vole en me payant 1 point d'intel. Ou il y a une autre façon par rapport au Crime Story que je vais avoir ou que je vais perdre aussi le contrôle sur mes criminels. Deuxième étape de mon tour de jeu, j'avais gagné le thème qui s'appelle dans le jeu, qui s'appelle Grip. Le grip, il est mesuré par c'est l'influence que j'ai sur chacun des criminels. Il est mesuré par la piste qui est juste ici. Dans cette phase de jeu-là, on va gagner un grip pour chacun des criminels avec lesquels on est présentement lié. Fait que dans mon cas, je monterai avec le criminel orange, avec le criminel turquoise et avec le criminel mauve pourpre foncé. Si au prochain tour de jeu, je me fais voler le contrôle de ce criminel-là, au tour suivant, c'est juste ces deux-là qui vont monter tout simplement. Ça va me permettre immédiatement, rapidement d'identifier le grip, à quoi il fonctionne. On voit que le grip est divisé en 3 zones qui sont séparées par les petites flèches qui sont juste ici. Dans la première zone, il n'y a rien de particulier au niveau du grip. Dans la deuxième zone, ça me donne accès au pouvoir de ce personnage-là. Fait que chacun des criminels a un pouvoir particulier, pouvoir auquel j'ai accès dès que le criminel entre dans la deuxième des 3 zones du jeu. Et dans la 3e zone du jeu, si j'ai des criminels qui sont dans la 3e zone du jeu, ils peuvent me donner des actions bonus tant que j'ai le contrôle, évidemment, de ce criminel-là. Fait que donc, dans cette phase de jeu-là, on fait juste regarder avec quel criminel on a présentement un contrôle. Fait que dans ce cas-ci, je gagnerai un grip avec lui et un grip avec ce personnage-là. Dans la 3e phase de jeu, on va arriver à un stade où chacun des joueurs, dans l'ordre de tour de jeu, quand ça va être à moi de jouer évidemment, je vais avoir pris contrôle d'un criminel, je vais avoir gagné du grip avec tous les criminels que je contrôle, et ensuite je vais faire 2 actions parmi le choix d'actions qui est là. J'ai également une série d'actions gratuites que je peux faire sur laquelle on va revenir. Commençons avec les actions de base. Les actions que je vais faire, je peux les faire seulement avec les criminels que je contrôle. J'ai une influence mentale sur ces 2 criminels-là. Fait qu'on voit que dans mon exemple, comme je viens de le montrer dans le segment précédent, j'ai gagné un grip avec le jumper qui est juste ici. J'ai gagné un grip avec lui qui est, je ne me rappelle plus comment il s'appelle, celui-là c'est le smuggler. Et maintenant, je peux faire des actions avec le jumper ou avec le smuggler. Premier choix d'action que je peux faire, je peux bouger. Si je veux bouger avec un des criminels, je vais tout simplement le déplacer d'une case vers la droite ou vers la gauche. Fait que je peux, par exemple, envoyer le smuggler juste ici, je peux envoyer le smuggler qui est juste là, ainsi de suite. Je ne peux pas dépasser les jetons de blocage policier, de barrage policier, qui sont les jetons rouges. Fait que si ce personnage-là il est juste ici, avec son déplacement, je ne pourrais pas l'envoyer de ce côté-ci parce que le barrage policier l'empêche de se déplacer. Fait que ça, c'est la première action. La deuxième action que je peux faire, je peux ramasser un item. Les items, c'est des petits jetons qui sont ici, sont très importants pour les différents crimes qui sont à accomplir dans le jeu. Fait que quand je veux ramasser un item, ce que je vais faire, c'est que je vais simplement, si je décide de ramasser le véhicule qui est ici avec le jumper, je vais tout simplement le mettre sur l'item pour qu'on puisse quand même voir l'item à travers la base transparente.
Et on voit ici, à partir de maintenant, si je me déplace avec le jumper, il va se déplacer en entraînant l'item. On verra plus tard pourquoi c'est important. Fait que ça, c'est la deuxième chose. Troisième chose, je peux utiliser le pouvoir d'une zone. Si je veux utiliser le pouvoir d'une zone, on voit que chacune des zones a un pouvoir qui est particulier. Quand on connaît l'iconographie du jeu, les pouvoirs sont assez simples à comprendre. Ici, par exemple, ça me dit que si j'utilise le pouvoir de ce lieu-là, je peux déplacer n'importe lequel des criminels, que je contrôle ou non, n'importe où. Ici, ça me permet d'aller chercher une tuile boost ou une carte. Ici, ça me permet de déplacer soit le sentinelle, soit les jetons de barrage policier d'une case chacun, ainsi de suite. Puis ils ont tous des pouvoirs comme ça. On va revenir sur certains des icônes au fur et à mesure que la partie avance, mais ils ont tous une iconographie quand même assez simple. Donc, si je veux utiliser le pouvoir d'un lieu, pour pouvoir l'utiliser, il faut que ce lieu-là soit vide de présence policière. Fait que les jetons jaunes. Fait que dans ce cas-ci, je pourrais dire, ben moi, pour mon plan personnel, j'ai besoin que le mécano il soit ici. Fait que je veux utiliser ce pouvoir-là. Donc, je prends une de mes actions avec le jumper. J'utilise le lieu qui est là. Fait que je vais déplacer le mécano qui est juste ici. Et ensuite, on va déplacer la présence policière. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un jeton de tous les lieux où il y en a. Fait qu'un jeton d'ici, un jeton d'ici, et un jeton d'ici. Fait que là, la présence policière vient de changer. Maintenant, j'ai 3 à Skyport, j'ai 2 à Doblox, j'ai 1 à Zin Bazar. La prochaine fois qu'on va utiliser un pouvoir de lieu, fait que si par exemple, comme deuxième action, avec le smuggler, je décide que je pige une carte, ben on va faire la même chose. Je déplace un, je déplace un, je déplace un. Ce qui veut dire que maintenant, l'action de Zinzabar est disponible. Fait que ça, c'est pour l'action d'utiliser le pouvoir d'un lieu. Troisième action, c'est d'utiliser le pouvoir du criminel que je contrôle. Chaque criminel, comme je l'ai déjà dit, va avoir un pouvoir qui est écrit sur sa carte. Ça va être écrit sur sa carte si le pouvoir est une action gratuite ou est une action. On voit ici que le Scourge, c'est écrit spécifiquement que c'est un free action, alors que le Jumper, c'est écrit que je dois dépenser une action pour l'utiliser. Et la carte va décrire c'est quoi le pouvoir de ce personnage-là. Si je prends par exemple l'exemple du Jumper, si je veux utiliser son pouvoir, il se permet de se déplacer sur la zone qui est opposée sur le plateau. Fait qu'en une action, je pourrais prendre mon Jumper et l'envoyer complètement de l'autre côté. Je précise que pour pouvoir utiliser l'action d'un des criminels, je dois avoir un contrôle sur ce criminel-là qui est tout minimalement dans la deuxième zone. Fait que pendant mon tour de jeu à moi, je peux utiliser l'action spéciale du Scourge, je peux utiliser l'action spéciale du Jumper, l'action spéciale du Mécano. Je ne peux pas utiliser l'action spéciale du Ghost, je ne peux pas utiliser l'action spéciale du Smuggler parce qu'ils ne sont pas encore dans la deuxième zone. Fait que ça, c'est pour utiliser les actions des criminels. Dernière action que je peux faire, je peux tout simplement me baser sur les criminels que je contrôle présentement et améliorer mon grip avec chacun des criminels. Si je veux améliorer le grip d'un de mes criminels comme action, ben, je vais tout simplement dire présentement je contrôle le smuggler, j'ai hâte de me servir de son pouvoir spécial, fait que je prends une de mes deux actions et j'améliore le grip. Il n'y a rien qui m'empêcherait de prendre mon tour au complet pour faire ça. J'ai également certaines actions gratuites que je peux utiliser. Première action gratuite que je peux faire, c'est que je peux laisser tomber un item. Fait que si par exemple je contrôle le smuggler et le smuggler présentement contrôle cet item-là, je pourrais dire, ben tiens, il ne le contrôle plus, l'item redevient disponible. Ça, c'est une action gratuite que je peux faire. J'ai certaines compétences de criminel, comme je l'ai dit, justement celle du smuggler, ce sont des actions gratuites. Et finalement, je peux accomplir mes side story comme action gratuite, mes side crime. Fait que si j'ai une carte comme celle-là, chaque carte qui est comme celle-ci va avoir un prérequis qui est écrit en blanc. Il va me demander d'accomplir quelque chose de particulier. Lui, par exemple, il va me dire You must be holding an asset. Un asset, on voit que c'est écrit en vert. Fait que c'est les items qui sont verts. Fait que je dois tenir un asset. Je dois être seul dans une zone avec un criminel que je ne contrôle pas. C'est d'ailleurs rappelé par les icônes ici. Fait que si par exemple j'avais le smuggler, je contrôle un asset, je suis dans une zone seul avec un criminel que je ne contrôle pas, je ne contrôle présentement pas le mécano, ben je pourrais dire comme action gratuite, tiens, je fais ce side crime-là. Quand on fait un side crime, on gagne tout simplement les bonus qui sont dans le fond. Le premier bonus, il est simple, je gagne une carte de dilemme. Fait qu'on va aller gagner une carte de dilemme. On reviendra plus tard sur ce que ça fait les cartes de dilemme. Le deuxième bonus, c'est que je vais aller gagner une évidence. Puis le troisième bonus, c'est que je peux inscrire une évidence dans l'un des dossiers du jeu. Ça, ces deux icônes-là, je vais y revenir plus tard sur le détail sur qu'est-ce qu'ils font.
Fait que ça, c'est un autre free action que je peux faire. Puis évidemment, quand je l'ai faite, cette carte-là, je vais tout simplement la défausser dans une défausse à côté de la pile de Side Crime. Et ça fait le tour des actions que je peux faire dans un tour de jeu. Le dernier détail que je dois dire sur les actions, c'est que si je suis dans mon tour de jeu et que je contrôle certains criminels qui sont présentement dans ma 3e zone d'influence, je peux dépenser des points de grip pour activer ces criminels-là davantage. Fait que si par exemple le jumper était sur cette case-là, j'ai 2 actions à faire, j'ai vraiment besoin que le smuggler soit plus haut, fait que je prends une action pour faire ceci, puis je prends une autre action pour déplacer mon smuggler quelque part. Mais je pourrais, si je le veux, dépenser jusqu'à 2 points de grip avec mon jumper pour faire 2 actions supplémentaires avec le jumper. Je pourrais le faire juste une fois, je pourrais ne pas le faire du tout. Et si plus tard dans la partie, je prends contrôle du mécano éventuellement, mais je vais pouvoir faire la même chose avec le mécano pendant mon tour de jeu. Même si, par exemple, mon Scourge était jusqu'ici, dans ce tour-là, je ne pourrais pas dépenser des points d'action supplémentaires pour le Scourge parce que je ne contrôle pas le Scourge présentement avec les criminels que je contrôle. Fait que quand on est dans cette zone-là, ce sont potentiellement des actions de plus qu'on peut faire spécifiquement avec ces criminels-là si on les contrôle. Quand j'ai fini de prendre mes 2 actions, pourquoi on fait tout ça, se déplacer, prendre des actions, gagner du grip? Ben, c'est parce qu'à chaque tour de jeu, dans notre 4e phase de jeu, on peut, si on le veut, compléter un story crime. Quand on complète un story crime, les story crimes ils vont ressembler à ceci. Ça, c'est une story crime de niveau 1. C'est la story crime Prison Break. Chaque story crime a une lettre et un chiffre. Pour pouvoir compléter une story crime, il faut qu'il y ait un story crime déjà complété du même type d'un niveau précédent. Fait que je dois avoir, là présentement, comme je suis de niveau 1, il n'y a pas de niveau 0 dans le jeu, fait qu'on peut toujours compléter les story crimes de niveau 1. Mais si je veux compléter un story crime de niveau 2, par exemple, si je pige une carte au hasard, on voit que ça c'est la story crime Become a God. Pour pouvoir compléter la story crime Become a God 2, il doit y avoir présentement en jeu une story crime Become a God 1, ce qui n'est évidemment pas le cas. Dans mon cas, moi j'ai la carte Prison Break 1. Pour la compléter, dans ma 4e phase de jeu, de mon tour de jeu, il y a des prérequis ici. Je dois être dans Skyport, je dois tenir les Psychos en jeu, et si je fais ça, j'ai réussi à faire cette story crime-là. Fait que le Skyport, il est juste ici. Fait que si, par exemple, dans mon tour de jeu, j'ai pris une action avec le Smuggler pour prendre contrôle de l'item, et j'ai pris une action pour le déplacer, quand je finis mon tour de jeu, à la phase 4, je pourrais annoncer à tout le monde « Hey gang, je suis dans le Skyport, je tiens les Psychos, j'accomplis le Story Crime Prison Break 1. » Quand on accomplit un Story Crime, on a un choix à faire. On a le choix conservateur, où on marque 2 points de victoire, on pige une carte dilemme, on gagne 3 jetons preuves, et on peut en enregistrer 2. Ou on a le choix que je qualifierais de oser, où on va gagner 5 points de victoire, fait qu'on en gagne davantage. Par contre, on carte 2 gangs dilemme, on ne gagne que 2 preuves, et on en enregistre qu'une seule. Ça, évidemment, je vais revenir sur cette affaire-là. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce qui est important aussi de retenir pour l'instant, c'est qu'une fois qu'on a fait cette carte-là, si on réussit à la faire, on va la mettre en jeu quelque part où chacun des joueurs peut la voir. Et à partir de maintenant, n'importe qui a une carte dans sa main Prison Break 2 pourrait la jouer parce que le prérequis est en jeu. Prison Break, c'est les cartes A. Fait que si plus tard dans la partie, il y a un joueur qui ramasse la carte Kill the Surveillance, ben, s'il réussit à accomplir ce qui est demandé sur la carte, il va pouvoir la jouer. Puis quand on va la jouer, on va la mettre par-dessus la carte qui est déjà en jeu. Et là, si un joueur a la carte Prison Break 3, il va pouvoir la jouer. Fait qu'on doit se créer des espèces de chaînes comme ça. Au moment où on la joue, il y a juste nous qui gagnons le bénéfice, mais quand on gagne ce bénéfice-là, on ouvre la possibilité à tous les joueurs d'aller accomplir la carte de niveau 2 de ce type-là. On garde en tête qu'il y a 2 cartes de niveau 1 par histoire de crime, et il y a une carte de niveau 2, une carte de niveau 3 pour chacune des suites. Fait qu'il y a 4 cartes potentiellement dans chaque branche de crime. Donc, si je réussis à faire ça, ce qui est le cas, si on réussit à faire ce qui est en blanc, on applique automatiquement ce qui est en rouge. Le rouge, c'est la conséquence. Fait que drop the Psycode. Fait que mon smuggler aurait à laisser tomber le Psycode. Je décide la récompense que je gagne. Disons que je choisis la première récompense. Donc, je vais gagner 2 points de victoire que je rajoute à ma zone personnelle. Je vais gagner une autre carte dilemme. Ça commence à m'en faire pas mal dans mon exemple pour mon premier tour de jeu.
Et je vais ramasser 3 preuves et pouvoir en enregistrer 2. Ça, je vais revenir dans quelques instants pour savoir qu'est-ce que ça veut dire. Comme je l'ai déjà dit, cette carte-là, on va la mettre en jeu visible à tous et très important. Quand on fait un crime story, tous les criminels avec lesquels on est présentement lié, on va les prendre et on va les remettre au centre. Idéalement, sans les jeter au sol. Fait qu'on renvoie tous les jetons au centre de la table. Ça les rend disponibles pour les autres joueurs, puis on va avoir à recommencer à se lier avec tous ces jetons-là. Finalement, à la fin de mon tour de jeu, je peux, si je le veux, défausser des cartes de ma main pour en piger des nouvelles. J'ai toujours minimalement une carte de side story, puis une carte de side crime, puis une carte de story crime en main. Là, dans l'exemple que je viens de vous montrer, j'ai joué ma carte de Side Crime, fait qu'à la fin de mon tour de jeu, je vais en piger une. Et j'ai joué une Story Crime, donc j'en ai plus en main, fait que je vais en piger une autre. On pige toujours dans la pile qu'on veut, en sachant que si je pige dans la pile de niveau 1, c'est sûr que je vais pouvoir, si je réussis à faire ce qui est dessus, c'est sûr que je vais pouvoir la jouer parce qu'ils n'ont pas de prérequis. Par contre, si je décidais de piger dans la pile de niveau 2, ben, il faudrait que quelqu'un ait précédemment fait la carte de niveau 1 de la carte que je viens de piger. Dans mon cas, j'ai pigé une Prison Break 2. Donc, il faudrait qu'il y ait déjà une Prison Break 1 sur la table pour que je puisse la jouer. Fait que j'aurais été très chanceux de piger ça. Parce que si à la place, j'avais pigé celle-ci qui dit Becoming a God, mais elle, je ne pourrais pas la faire tant qu'un autre joueur ou moi-même n'aurait pas joué une carte Becoming a God de niveau 1. Le principe est le même pour le niveau 3. Si j'avais décidé de piger dans la pile 3, j'ai Deadly Force 3. Donc, il faudrait qu'il y ait une Deadly Force 2 et une Deadly Force 1 déjà en jeu pour que j'ai une chance de plus de pouvoir jouer ça. Fait que ça fait partie de la stratégie du jeu. Quand est-ce qu'on commence à piger dans la pile 2? En début de partie, on va surtout piger dans la pile 1 pour avoir une chance de le faire. À ce moment-là du jeu, dans la phase 5, je peux donc avoir 2 ou plusieurs cartes en main. J'ai le droit, si je vois que ça c'est trop compliqué à faire, je ne suis pas capable de le faire, j'ai le droit de défausser des cartes de ma main, soit une, soit les deux, pour pouvoir repiger le même nombre de cartes. Mais en fait, pour pouvoir avoir minimalement une carte de chaque. Si à un certain moment dans le jeu, j'ai 2 Story Crime puis une Side Crime, pour pouvoir repiger une nouvelle Story Crime, il faudrait que je défausse les 2 que j'ai. Si j'ai moins qu'une d'un type ou de l'autre, je repige pour en avoir minimalement une de chaque type. Là, ça fait une couple de fois que je parle des indices, des preuves qu'on peut ramasser. Fait qu'on va aller voir plus dans le détail ça, comment ça fonctionne. Les preuves, on peut les ramasser de différentes façons. Des fois, ça peut être des pouvoirs de lieu qui vont me donner des preuves. Dans ce cas-ci, je peux aller piger un jeton face cachée puis le rajouter à ma réserve. Je peux avoir des histoires. Quand je l'ai réussi, des crimes. Si je l'ai réussi, je vais avoir le choix de récompense. Je vais aller en ramasser un certain nombre. Quand on va piger ce type de jeton-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va toujours, premièrement, prendre le premier jeton. Disons, dans mon exemple, j'en gagnais 3. Fait que je vais choisir le premier des 3 jetons dans la zone qui est face ouverte. Disons que je prends celui-ci. Et tous les autres jetons, je vais les prendre dans la zone qui sont face cachée. Disons que je prends ces deux-là. Moi, j'ai évidemment le droit de regarder ce que j'ai pigé. Et ces jetons-là, une fois que je les ai pigés, je vais aller les mettre dans ma mémoire, qui est ma zone personnelle de mon plateau de jeu individuel. Quand j'ai fini de prendre mes jetons, je vais prendre l'un des jetons qui est disponible et on va le remplacer pour qu'il y ait toujours 4 jetons disponibles dans ce qu'on appelle le plank, qui est juste ici. Qu'est-ce qu'on fait avec ces jetons-là? C'est qu'on va souvent avoir l'icône de pouvoir ficher ou enregistrer ces jetons-là. Ça va être l'icône du petit dossier qui est comme ça ici. Fait que si j'active un pouvoir, je gagne ce pouvoir-là, mais je vais aller pouvoir placer mes icônes dans les dossiers. Les dossiers, j'ai 3 zones où je peux le placer. J'ai le chapitre en cours, qui est la zone du haut de ce plateau-là. J'ai le chapitre final avec boost, qui est cette zone-là ici, où j'ai le chapitre final qu'on va appeler sans boost, qui est la zone qui est ici. Dans mon cas, je suis le joueur W, donc c'est spécifiquement la zone qui est ici. Là, ce que ça va faire, il y a 2 choses. Commençons par parler de la zone du haut, qui est le chapitre en cours. À la fin d'un chapitre, il va y avoir des bonus ou des malus qui vont se donner selon le nombre de dossiers qui ont été ramassés. Pour aller placer un jeton dans une de ces zones-là, il y a 3 jetons qui ont été mis au hasard en début de partie. Je dois avoir des jetons qui correspondent à l'un des 3 jetons. Si je l'ai, puis je décide, moi dans mon cas, dans mon exemple, je pouvais ficher 2 jetons, mais je pourrais dire, tiens, je vais ficher un jeton juste ici, puis je vais aller ficher un deuxième jeton juste ici. Fait que je ramasse les 2 dossiers. Il n'y a plus aucun autre joueur pendant ce chapitre-là qui va pouvoir placer des jetons balles. Et je reviendrai sur les conséquences à la fin d'un chapitre. Qu'est-ce qui se passe?
L'autre zone où je peux aller, c'est dans le bas. Ça a rapport avec le endgame. Il y a deux façons avec la fin de la partie. Il y a deux façons de les placer. Soit je vais aller placer les jetons juste ici pour gagner un des trois bonus qui est là. Fait que je pourrais prendre un jeton de mon choix que je vais aller placer face down. Je vais aller le placer face cachée, mettons ici, et je vais gagner le bonus correspondant. Fait que soit je gagne une tuile bonus, je reviendrai sur les tuiles bonus, qu'est-ce qu'elles font. Soit je gagne une tuile de tolérance. Quand on gagne une tuile de tolérance, on va tout simplement prendre le numéro de la tuile qu'on a gagné, 2, puis je vais aller le placer sur mon plateau personnel. Fait que là, présentement, j'ai -2. Si j'avais déjà une tuile -2, ben, je vais tout simplement défausser ma tuile -2, puis à la place, je prends une tuile -4, fait qu'on améliore la tuile qu'on a, ainsi de suite. Il n'y a pas de limite. Si on dépasse -10, on peut prendre un deuxième jeton pour se rendre à -12, 14, 16, 18. Ou je pourrais prendre ce bonus-là qui me permet de gagner un grip avec un criminel de mon choix. Et la tuile va rester face cachée jusqu'à la fin de la manche. Ça, c'est la deuxième façon que je peux la placer. La troisième façon que je peux placer un jeton dans cette zone-là, c'est tout simplement de le mettre face cachée dans ma zone personnelle à moi. Quand je vais expliquer les fins de manche, on reviendra sur à quoi ça sert placer des jetons là. Un autre type de bonus qu'on va voir passer souvent, c'est les jetons bonus qui ressemblent à ça, juste ici, les tuiles bonus qui ressemblent à ça. À chaque fois qu'on en gagne une, puis on voit qu'on peut en gagner une tuile bonus même en plaçant des jetons d'évidence, des jetons de preuve, ben on va aller chercher l'un des trois bonus qui est en jeu. Les bonus roses vont se déclencher immédiatement. Les bonus bleus, on va les garder dans sa mémoire, puis on va pouvoir les dépenser plus tard. Fait que disons que je prends ce bonus-là, je décide de le mettre dans ma zone de mémoire. On voit que chaque bonus a un petit 1 point de victoire qui est caché en dessous et une ligne qui relie avec la tuile suivante. Fait qu'en prenant cette tuile-là, je vais placer un point de victoire ici et je vais aller remplacer par une nouvelle tuile. Le joueur qui va ramasser cette tuile-là va également ramasser le point d'intel, donc le point de victoire. Donc on va rouler comme ça jusqu'à temps qu'une manche se termine. Comment sait-on comment une manche se termine? C'est qu'on n'a pas été capable de remplir ça ici. Fait que là, vous avez compris qu'au fur et à mesure que les joueurs vont réussir des crimes, que ce soit des side crimes qui vont donner généralement un jeton à aller chercher, un jeton affiché, ou que ce soit des story crimes qui vont généralement donner davantage de jetons à aller chercher et afficher, mais on va vider tranquillement cette zone-là. Fait que si un joueur doit en ramasser 3, ben il va ramasser lui, puis disons ces deux-là, il va regarder ses jetons, puis ensuite, il va remplacer. Là, il va décider de ficher 2 de ses jetons. Il en fiche un juste ici, puis mettons son deuxième jeton. Par exemple, il va aller le ficher dans sa zone. Lui, c'est le joueur X, il va aller le mettre là. Plus tard dans la partie, un autre joueur accomplit un autre crime. Fait qu'il va aller chercher ce jeton-là. Il va aller chercher 2 autres jetons. Il va décider s'il fiche l'un de ses jetons. Ben tiens, il va décider de ficher ce jeton-là juste ici. Et lui, tiens, il décide qu'il fiche son deuxième jeton face cachée juste comme ça ici. Ça lui permet d'aller chercher un grip avec un joueur. On remplace. Et là, vous aurez compris, on continue de la même façon. Un joueur va aller chercher 2 jetons, ça lui permet de lui en ficher un, il va aller en ficher juste un ici. Et on va continuer jusqu'à temps que la zone se vide complètement. Quand on va arriver à un stade où on ne pourra pas remplir, fait que c'est par exemple un joueur, on arrive comme ça ici, et là un joueur, on est comme ça, et un joueur doit prendre 2 jetons, ben, il va prendre son premier jeton. Son deuxième jeton, il va aller le prendre dans la réserve générale. Et comme on ne pourra pas remplir la zone parce qu'il n'y en a plus, ben là, on va arriver dans la fin d'une manche. Et là, à la fin de manche, vous avez compris qu'il va y avoir plusieurs jetons qui vont avoir été fichés dans les différentes zones du jeu. Fait que là, on va aller voir comment ça marche quand une manche se termine. Premièrement, la manche va se terminer dans le cas de la manche 1 et 2. Elle va se terminer immédiatement à la fin du tour du joueur actif. Fait que le joueur qui a déclenché la fin de la manche, on résout fin de manche, puis ensuite on commence la manche 2 au tour du joueur suivant. Si on est à la fin de la manche 3 du troisième chapitre, le joueur qui a déclenché la fin du chapitre va jouer son tour, va finir son tour. Chaque autre joueur va jouer un tour supplémentaire et ça va également déclencher la fin de la partie à ce moment-là. Fait qu'est-ce qui se passe à la fin d'une manche? Premièrement, on va regarder si le plan à court terme du Syndicate a été compromis ou non. Le plan va avoir été compromis si on a pris tous les dossiers. Dans l'exemple que vous voyez devant vous, le plan n'a pas été compromis. Si le plan n'est pas compromis, bien celui qui a le moins de jetons dossiers va avoir une pénalité. Il va avoir une pénalité de 2 grips au premier chapitre, une pénalité de 3 grips au deuxième chapitre, ou une pénalité de 5 points de victoire au troisième chapitre. Une pénalité de 2 grips, si par exemple, je n'ai qu'un seul dossier, puis c'est moi qui en ai le moins, mais une pénalité de 2 grips, ça veut dire qu'avec 2 criminels de mon choix, je perds 1 de grip. Si par contre, on avait plutôt réussi à contrecarrer le plan du Syndicate
en ayant cherché tous les jetons dossiers, ben, à l'inverse, ça devient un bonnet. Et là, le bonnet va être pour chacun des joueurs qui ont des dossiers. On va aller chercher 2 points de victoire par dossier qu'on possède au premier tour de jeu. Au premier chapitre, dis-je, 3 points de victoire par dossier qu'on possède au deuxième chapitre, ou 4 points de victoire par dossier qu'on possède au troisième chapitre. D'une façon ou d'une autre, on va aller renvoyer à la réserve générale tous les jetons qui sont comme ça ici, et on va aller remplir, réinitialiser le plateau de jeu qui est juste là, ici. Fait que là, je le ferai pas au complet parce que ça va être trop long, mais juste pour le montrer un petit peu. On va aller vraiment tout remplir cette zone-là, aller remplir les espaces qui ont été vides pour revenir comme dans l'état qu'on était au début du tour de jeu. L'autre chose qu'on va avoir à faire, c'est d'aller révéler les jetons qui ont été placés dans la zone de boost à la fin d'un chapitre. Fait que les 3 jetons qui ont été placés ici, les 3 boosts ont été pris, on va les prendre, on va les révéler, puis s'il y en a plusieurs du même type, on va les piler sur la même pile. Les jetons qui sont dans les réserves, dans les dossiers de chacun des joueurs, ceux-là, on ne les réservera pas pour l'instant. On va passer à la deuxième manche, et pour la deuxième manche, on va aller reprendre les 3 jetons de cible qui étaient là, on va aller les brasser avec les autres, et on va en révéler 3 pour le tour suivant. Ça sera potentiellement les mêmes, comme là dans mon exemple, j'avais 2 jetons sur 3 qui étaient les mêmes, et on va aller replacer les jetons dossiers de la même façon qu'ils étaient placés au tour précédent. Fait que pour la deuxième manche, on va fonctionner exactement de la même façon. On va continuer jusqu'à temps que la zone qui soit en haut se vide. À la fin de la manche, on va vérifier si on a pris tous les dossiers ou non. Ça va donner une pénalité à un seul joueur si on n'a pas pris tous les dossiers, ou ça va donner un bonus à tous les joueurs qui ont des dossiers si on les a pris. On réinitialise, fait que ces 3 jetons-là vont avoir été pris. On redonne disponibles les 3 endroits bonus qui ont été mis. Fait qu'au prochain tour de jeu, les joueurs vont pouvoir continuer à mettre des jetons bonus ici, et à la fin du tour, ces jetons-là vont être révélés pour qu'ils soient visibles pour chacun des joueurs. Et on fait ça 3 fois. À la fin du 3e coup, ben là, on va finir, fait que les joueurs vont encore avoir soit un bonus de points de victoire, soit une pénalité de points de victoire dans ce cas-ci, pour la fin de la partie. Puis quand tous les joueurs ont joué un nombre de tours égal à la fin, on passe au décompte final. La dernière chose qui reste à dire sur la fin d'un chapitre, ce sont les cartes dilemme. Là, ça va avoir rapport avec son petit plateau personnel. Les cartes dilemme vont avoir différentes informations. Là, c'est le temps de montrer une carte dilemme, ça ressemble à quoi. Les cartes dilemme peuvent avoir des symboles dessus, ils peuvent avoir différents symboles de jetons, ils peuvent avoir des points de victoire, ils peuvent avoir des symboles d'espèces de personnalités recherchées, ils peuvent avoir des symboles de police, personnalités pour rechercher des wanted, comme ce qui va ressembler à ça ici, ils peuvent avoir un paquet d'affaires. À la fin de chacun des chapitres, chaque joueur va avoir à compter le nombre de cartes dilemme qu'il a en main. J'en ai présentement 7. Il va choisir un nombre en divisant ça par 2 puis en arrondissant supérieur. Fait que je pourrais dire, ben tiens, je vais prendre lui, puis disons ces deux-là, ça fait 4. Et ces 4 cartes-là, je vais les enregistrer de façon définitive en les plaçant ici. Les cartes que je n'aurai pas choisies, je vais les défausser face cachée dans une défausse spécifique. Et je vais refaire ça à la fin de chaque chapitre. Fait que peut-être qu'à la fin du 2e chapitre, je vais avoir encore une fois accumulé 6 cartes, je vais avoir à en choisir 3, je vais les mettre face cachée dans ma zone, je vais défausser les autres, puis disons que j'ai accumulé 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cartes dans le 3e chapitre, mais là je vais avoir à choisir 5 de ces cartes-là, fait que peut-être que je vais choisir, tiens, ces 4-là, et je les mets dans ma zone. Il y a certaines actions spéciales qui permettent d'aller chercher ces cartes-là, puis de les défausser. Ces cartes-là vont me donner soit des jetons pour marquer des points de victoire en fin de la partie, soit des points de corruption, puis si je suis celui qui en a le plus, ça peut me pénaliser, soit ils vont me donner directement des points de victoire si j'ai ce symbole-là ici, ou ils vont me donner des points de victoire si j'ai réussi à accumuler un certain nombre de symboles spécifiques. Fait que ce symbole-là, il faut que j'en ai 3 pour que ça vaille des points de victoire. Fait que ça, c'est à refaire à la fin de chacun des chapitres. À la fin du 3e chapitre, quand le joueur actif finit son tour, chaque autre joueur va jouer un dernier tour, puis on va arriver au décompte final. Dans le décompte final, là, il y a certaines étapes spécifiques à suivre. Fait que je recommande fortement, surtout ta première partie, tu vas aller chercher la page du décompte final qui est juste ici, puis tu vas suivre ça à la lettre. Je t'avertis, c'est pas simple. Première chose qu'on va faire dans le décompte final, c'est qu'on va aller vérifier, les joueurs vont marquer des points de différentes façons. Fait que la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va aller regarder chaque joueur sur sa pile, quelle est la case
indiqué où le joueur s'est rendu le moins loin avec ses 5 criminels. Dans mon cas, je me suis rendu juste ici et chaque case a un petit numéro qui est indiqué juste là. Fait que dans mon cas, je marquerais 12 points. Si j'avais réussi à me placer, disons, comme ça, ben, je marquerais plutôt 18 points à la fin de la partie parce que mon criminel le moins avancé va là. La deuxième chose qu'on va faire, c'est qu'on va aller vérifier qui est le joueur le plus corrompu. Fait à ce moment-là, on va aller accumuler tous les points de corruption qu'on a dans notre zone personnelle. Ce qu'on a dans notre main ne compte pas, c'est vraiment juste ce qu'on a enregistré à la fin de chaque chapitre qui compte. Fait que j'aurais 5, 10, 11, 12, 19, 23, 27, 37, 44. Fait que moi j'ai 44 points de corruption, ce qui est énorme. Et à ce nombre de points-là, on va aller enlever la valeur du jeton de tolérance qu'on a présentement. Présentement, j'ai moins 4, fait que j'ai un total final de 40 points de corruption. Si j'avais un jeton à moins 10, à moins 12, à moins 14, ben, ça va aller faire diminuer ma corruption. Quand ça c'est fait, on va se l'annoncer et on va évaluer qui est le joueur, dis-je, le plus corrompu. On va dire que lui, c'est le joueur qui a été in too deep. Il a été trop loin dans ses entreprises pour contrecarrer le syndicate. Pour l'instant, il n'y a pas encore de pénalité. Il va en avoir une dans une seconde. La dernière chose qu'on va faire, la troisième chose qu'on va faire, c'est qu'on va aller vérifier si le plan du syndicate a été contrecarré. C'est là qu'on va révéler tous ces jetons-là. Et là, ça n'a plus d'importance s'ils appartiennent à qui, on va juste les placer par type. Fait qu'on va aller regarder, comme ça ici, il y a plusieurs jetons balles, j'ai des jetons de monnaie, j'ai un jeton de temps comme ça, encore un jeton balle. J'ai des petits jetons comme ça ici. J'ai probablement trop de jetons pour mon exemple. On va aller faire ça comme ça ici. J'ai ça ici, ça m'en fait un autre ici. Lui, il va là. Lui, il va là ici. Et lui, il va là ici. Et on va aller regarder si on a atteint le minimum requis. Le minimum requis, ça dépend du nombre de joueurs, puis il est indiqué dans le bas du plateau, juste ici. Je joue une partie à 3 joueurs. Je dois avoir 4 types de jetons différents et 3 exemplaires de chacun de ces types-là pour que le plan ait été contrecarré. J'ai 6 jetons de balles comme ça ici. J'ai 5 jetons de monnaie comme ça ici. J'ai 4 jetons comme ça ici. Puis ensuite, j'en ai juste 2. Puis des types qui en ont le moins, j'en ai 2, 1 puis 1 respectivement. Fait qu'on voit qu'ici, dans mon cas, le plan n'a pas été contrecarré. Parce que je n'ai pas 4 types de jetons différents avec 3 exemplaires de jetons chacun. Si j'avais tout simplement été comme ça, là, le plan aurait été contrecarré parce que j'ai 4 jetons différents qui ont chacun 3 jetons dans leur pile. Mais dans mon cas, je n'ai pas été contrecarré. Ce qui se passe quand le plan n'a pas été contrecarré, c'est que le joueur qui a obtenu le plus de corruption n'a aucun désavantage. Fait que mes 40 points de corruption à ce moment-ci ne font rien. Si le plan est contrecarré, ben le joueur qui a le plus de corruption va perdre sa valeur en corruption en points de victoire. Fait qu'à ce moment-ci du jeu, je perds 40 points de victoire, ce qui est énorme. Je viens probablement de perdre la partie. Dans tous les cas, celui qui a le moins de corruption va gagner 5 points de victoire pour chaque autre joueur qu'il y a dans la partie. Fait que si on joue une partie à 3, dans mon exemple, si à 40, c'est moi qui en a le moins, à la grande surprise de tous, ben je ferai 10 points de victoire. Comme c'est probablement moi qui en a le plus, si le plan est contrecarré, il ne se passe rien, mais si le plan n'est pas contrecarré, je perds 40 points. Quand ça c'est fait, là vous avez vu, j'ai placé les évidences en partant de la pile la plus haute jusqu'à la pile la plus basse, en mettant tous ceux qui en ont le moins dans la 4e colonne. Ça donne la valeur en points de victoire de chacun de ces jetons-là. Et s'il y en a plusieurs qui ont le même nombre, disons que j'avais eu un jeton d'argent de plus, ben je l'aurais placé vis-à-vis ceux qui ont le plus auraient été vis-à-vis le 4, ensuite le deuxième plus il aurait été vis-à-vis le 3, le troisième plus vis-à-vis le 2 et tous les autres vis-à-vis le 1. Et ça va indiquer combien de points de victoire valent chacun de ces jetons-là. Ce que je veux dire, c'est que au fur et à mesure que la partie va avancer, moi, je vais en avoir accumulé beaucoup des jetons dans ma mémoire et je ne les aurai pas tous dépensés pour tous les ficher. Fait que c'est à ce moment-là qu'on va révéler tous les jetons qu'on possède et on va accumuler la valeur en points de victoire qu'ils ont. Fait qu'on voit que dans mon exemple, si je me retarde juste un petit peu comme ça, dans mon exemple, ces jetons-là ne valent qu'un seul point de victoire chacun, tandis que ce jeton-là, il vaut également un point de victoire. Lui, il en vaut 3, parce qu'il est vis-à-vis de 3. Il en vaut 1, il en vaut 1. Ces deux-là en valent respectivement 4 et 2. Les cartes que j'ai, ben là, vous comprendrez pourquoi je vais avoir des scans. Cette carte-là m'a donné 5 points de corruption, mais me rapporte 8 points de victoire, parce que chacun de ces jetons-là vaut 4 points de victoire.
Même chose pour elle, elle me vaut 4. Celle-là, par contre, ne vaut qu'un seul point de victoire. Elle, même s'il y a 3 jetons, ça me vaut juste 3 points de victoire. Fait que ça valait pas tellement la peine. Et si jamais il n'y en avait pas eu de jetons comme ça, elle vaut rien du tout. S'il n'y a pas de jetons dans la zone, les jetons que moi j'ai accumulés ne valent aucun point de victoire. Ces cartes-là, si pour chaque tranche de 3, je vais faire 20 points de victoire. Ça, c'est des points de victoire directs. Ici, ces jetons-là vont me rapporter selon ce qu'ils valent présentement dans la réserve. Et si jamais j'ai des jetons des cartes Most Wanted, je vais vous en montrer quelques-unes en exemple. Disons que j'ai ces cartes-là. Mais je vais aller compter j'ai combien de symboles différents dans les Most Wanted. Disons que je finis la partie avec ces 5-là. Je vais regarder j'en ai combien de différents. Fait que j'en ai 1, j'en ai 2, j'en ai 3, j'en ai 4, j'en ai 5. Lui, je l'ai déjà, fait que je le compte pas. Et je le multiplie par lui-même. Fait que 5 x 5, je marquerai 25 points supplémentaires. Celui qui a le plus de points de victoire va l'emporter. Et il y a même une petite narrative selon qu'est-ce que ta victoire signifie. Est-ce que tu étais plein de corruption, mais le plan a été contrecarré? Ben, c'est ça qui se passe. Si tu as été into deep et le plan n'a pas été contrecarré, dis-je, tu t'es allié avec le syndicate, etc. Il y a une petite narrative pour aller avec ça. La première fois que tu joues le scoring, tu n'auras aucune idée qui est en train de marquer et comment les points de victoire vont fonctionner. Parce que les jetons que tu places ici ne valent rien pour toi, mais donnent la valeur en points de victoire que les jetons que toi tu vas avoir dans ta zone personnelle vont valoir. Et ça, la première fois que tu joues, c'est pas évident. Un petit détail pour terminer, j'ai pas encore parlé tout à fait du sentinelle. Le sentinelle, c'est un pion qui est juste comme ça ici. Il y a plusieurs effets, par exemple la tour qui est juste ici ou le downtown qui est juste ici qui permettent de déplacer le sentinelle. À quoi sert-il? Le sentinelle, lui, peut passer les barrages policiers. Fait que quand je le déplace, il peut passer le barrage policier. Et s'il y a un criminel sur la même case que le sentinelle, quand on déplace le sentinelle, il peut escorter un criminel. Fait que ça peut m'aider à déplacer les criminels également. Les barricades, je l'ai déjà dit, vont bloquer le mouvement et quand on les déplace, on doit toujours les déplacer horaire ou anti-horaire selon le pouvoir qu'on utilise. On voit que lui, c'est horaire. Et si jamais on déplace une barricade et qu'il y a déjà une barricade à la prochaine zone, on va tout simplement l'envoyer une zone plus loin. Alors voilà, c'était les explications concernant Into Deep. Penses-tu que tu as tout compris? Parce que moi, la première fois que j'ai joué, j'ai pas compris le scoring, mais pas du tout. Donc, allons-y avec la critique du jeu. Premièrement, au niveau du matériel, c'est un jeu que j'ai trouvé quand même très très beau. Il n'y a pas tant de matériel que ça. Mais c'est un jeu que j'ai trouvé vraiment très très sharp, très très intéressant. Le visuel sur les cartes, puis la qualité des cartes, j'ai aimé ça. Les jetons, j'ai trouvé ça efficace. Les petits jetons de bois qui sont imprimés parce qu'il y a plusieurs couleurs qui se ressemblent. Il y a comme mauve, mauve pâle, mauve foncé. Il y a plusieurs couleurs qui se ressemblent, mais à tout le moins, il y a le criminel qui est imprimé sur chacun des jetons. Fait que c'est relativement facile de s'y trouver. Donc, jetons, les plateaux sont matériel intéressant. J'ai aimé la qualité des tuiles avec le visuel des tuiles, la façon dont ça s'assemble. J'ai aimé que le plateau n'est pas toujours le même. C'est toujours les mêmes 8 tuiles, mais elles ne sont pas toujours dans le même ordre. Fait que mon interaction d'une partie à l'autre ne sera pas la même. J'ai aimé mon petit plateau personnel. Donc, c'est pas des composantes stellaires, mais j'ai rien de négatif à dire. J'ai aimé que ça soit. Je préfère, je pense, les standees en carton. Je sais qu'il y a une version de luxe avec des miniatures plastiques, mais le gris, je trouve qu'il aurait détonné particulièrement dans ce jeu-là, parce que même si le visuel du jeu, l'esthétisme est un peu sombre, j'aime beaucoup l'espèce de côté cyberpunk, le visuel un petit peu cyberpunk du jeu. C'est un type d'univers que j'aime beaucoup. Fait que le visuel, je l'ai trouvé très intéressant, très beau sur table. C'est un jeu qui prend de la place, mine de rien. Par exemple, chaque joueur a son petit plateau personnel, les cartes sont très grosses. Les cartes de Side Crime et de Crime Story sont très grosses. Mais c'est réussi au niveau du visuel. Au niveau du gameplay, c'est un jeu. Comment je dirais ça? C'est un jeu difficile d'approche. Parce que c'est pas évident. La première fois que tu joues, tu n'as aucune idée d'où tu dois t'en aller. Puis les tours sont extrêmement rapides. Je prends contrôle de tel criminel, je monte de grip avec 1, 2, potentiellement 3 criminels. Peut-être que je ramasse une carte de dilemme en même temps, puis je fais 2 actions. Fait que je déplace tel criminel-là, puis il prend un objet. Mon tour est fini. Peut-être que j'ai réussi à me placer pour un side crime, qui est les petites cartes gratuites qu'on peut faire comme ça une fois par tour de jeu. Peut-être que je travaille sur le long terme pour me faire un crime story. Puis les crime stories sont souvent, parce que là, moi, sont souvent contrecarrés par mes adversaires sans qu'ils s'en rendent compte, parce que là, moi, je prends un objet avec le mécano, puis je l'envoie à telle place, mais là, l'autre joueur a besoin de tel objet à tel autre endroit, fait qu'il reprend l'objet avec le ghost, puis il se téléporte à l'autre bout du plateau, puis là, je fais, ah non, pas ça que je voulais que tu fasses. Et
Pour cette raison-là, l'espèce de mécanique de défausser ses cartes à la fin d'un tour de jeu pour en repiger d'autres, des fois, si je vois qu'on est deux à se battre pour le même criminel ou le même objet, voilà, je vais laisser faire parce qu'on va perdre notre temps pendant que le troisième joueur marque des points de victoire et ramasse plein de preuves. Fait qu'il y a ça, puis c'est un jeu que c'est difficile de se guider les premières fois qu'on va jouer parce qu'on n'a pas de présence en tant que tel sur le plateau. On peut potentiellement contrôler les 5 criminels qui s'y trouvent selon les tours de jeu. Je peux voler le contrôle aux autres criminels. Puis c'est pas évident avec un si petit nombre d'actions d'accomplir quelque chose. Puis là, on se rend compte qu'à force de jouer, au fur et à mesure que les tours passent, le grip de certains criminels commence à être haut. Fait que, on peut les activer davantage. On commence à gagner des tuiles bonus qui vont nous donner. Les tuiles bonus, ils font plein d'effets différents. Là, je peux inverser 2 criminels sur le plateau de jeu. Je peux inverser 2 objets. Je peux piger des cartes supplémentaires. Je peux déplacer un criminel à telle place, déplacer un objet à telle place. Fait qu'on sert de gagner des actions de plus, déplacer le sentinelle, les barricades. Fait qu'on va se servir beaucoup des tuiles bonus pour gagner des activations supplémentaires pour placer notre plan. Et là, on se rend compte que ça devient un jeu quand même assez stratégique. Ça devient un jeu de puzzle. Je regarde ma carte de side de Crime Story, puis là, je dis, bon, ok, comment je peux faire pour qu'en 2 actions, le jumper amène tel objet à tel endroit qui le drop pour que le smuggler puisse le ramasser puis qu'il amène ça là. Je peux-tu faire ça en 2 actions? Comment je dois faire ça? Si je peux pas le faire, je peux-tu avancer un petit peu dans cette carte-là, mais faire mon side crime en même temps pour quand même me ramasser quelques preuves, parce que tu essaies de ne pas avoir de tour que je qualifierais de mort, là, que tu n'accomplis pas aucune de tes 2 cartes. Tu essaies toujours d'avancer là-dedans. Mais ultimement, quand tu commences à comprendre le flow du jeu et embarquer dedans, j'ai trouvé que c'est un jeu vraiment le fun. C'est vraiment étrange comme feeling où tu essaies de bâtir ça. Puis l'espèce de plateau, tu ramasses toutes tes preuves. C'est là pour moi tout le fun est. Parce que à chaque tour de jeu, à chaque chapitre, tu te dis, bon, lui a été chercher 1, 2, 3 dossiers. Est-ce que je vais en chercher pour pas être celui qui en a le moins? Ou je laisse faire, je perds 2 de grip. Comme ça on ramassera par défaut pas tous les dossiers si j'aide pas. Mais si on ramasse pas tous les dossiers, lui qui en a déjà 4, il fera pas 3 points par dossier, fait qu'il en fera pas 12. C'est juste que moi, je vais perdre 2 grip. Je suis prêt à vivre avec ça. Ou si si je réussis à en ramasser finalement 3 avant que la manche se termine, ben t'en fais 12, mais je vais en faire quand même 9, c'est pas si pire, puis j'ai pas perdu mes 2 grips. Et à tous les tours de jeu, on va aller placer des jetons dans notre dossier personnel. Fait que là, on regarde, je vois que lui, il y a beaucoup de cartes de corruption. Il place pas beaucoup de jetons dans les dossiers personnels. Il essaie de s'arranger pour qu'on réussisse pas le plan principal. Parce que si on ne réussit pas, quand même, que 72 de corruption, ça change rien. Puis ces cartes de corruption vont y valoir beaucoup de points à la fin de la game. S'il fait juste marquer tous les jetons qu'ils ont sur ses cartes, mais qu'il n'a pas de pénalité grâce à sa corruption. Fait que moi, je dois essayer de fournir davantage pour potentiellement réussir le plan. Mais si moi, je fournis beaucoup de jetons au plan principal, ben ces jetons-là vont devenir la valeur en termes de points de victoire que les jetons qui me restent vont garder, mais il va m'en rester moins parce que j'en ai fourni beaucoup. Cette espèce de dynamique-là, cette espèce de balance-là est dure à expliquer, est dure à représenter, à symboliser. Il faut la jouer pour comprendre comment cette balance-là va se mettre en place dans le jeu. C'est vraiment un équilibre étrange que j'ai trouvé super le fun, soit dit en passant, mais c'est vraiment un équilibre étrange, dur à comprendre de quand je mets un jeton là, mais ce jeton-là, ça veut dire qu'il va valoir potentiellement 3 points de victoire à la fin de la game, mais il faut qu'il m'en reste de ce type de jeton-là, fait qu'il faut que j'aille en ramasser d'autres. Puis si on a, moi j'ai joué des parties à 3, si on a 4 types de jetons de 3 types différents, si on a, dirige 3 exemplaires de 4 types différents, ben là, celui qui a le plus de corruption va perdre des points. Puis dans ma première partie que j'ai joué, j'ai perdu 28 points de victoire au dernier tour de jeu, ce qui est énorme. Ça s'est fini comme 90, 70 puis 86. Moi, j'étais le joueur à 70, mais c'est mon 28 points qui a été la différence entre la victoire et la défaite pour moi. Ben, j'ai eu 2 points de corruption de plus qu'un autre joueur. Fait que j'ai trouvé cette dynamique-là vraiment très, très, très intéressante. Pas facile à gérer, puis surtout pas facile à comprendre. La première fois que je joue, j'ai joué, la première partie qu'on a joué, on a eu des scores très, très, très presque aléatoires parce qu'on n'avait pas tout à fait compris comment ça marchait pour le scoring de points. Puis là, maintenant que je le comprends, c'est vraiment une dynamique que j'ai trouvée très intéressante. Autre chose que je vais noter au niveau positif, c'est le livre de règles. C'est rare que je dise ça pour un Kickstarter. Le livre de règles est bien fait et il y a beaucoup de petites règles précises et spécifiques où on pourrait s'accrocher les pieds dedans et ils ne le font pas. Fait que kudos. Il y a juste, comme je dis, le scoring qui n'est pas tout à fait naturel et qui est pas facile à prendre en main, mais qui est quand même très thématique, par contre.
La dernière chose que je vais dire que je trouve très positive sur le jeu, c'est justement l'implantation du thème. Ça faisait longtemps que j'avais pas eu un jeu qui a pas de dés, qui est aussi thématique que ça, puis que je la sens le thème. On se sent l'espèce de côté, d'espèce de mind spy, là, d'espion de l'esprit qui prend contrôle des gens puis qui influence leurs actions pour qu'ils fassent différentes choses. Puis on a besoin de mettre différentes affaires en place pour réussir différentes cartes qui vont s'appeler Prison Break, qui vont s'appeler Violent Strike ou qui vont s'appeler Cash Flow, Become a God, Deadly Force, Kidnapping, ainsi de suite. Puis on essaie d'accomplir ces différentes cartes-là en plaçant le plateau. Fait qu'on a vraiment l'impression d'être une espèce d'agent externe qui a une influence. Le char est à la bonne place, tel criminel est à la bonne place, la barricade est à la bonne place, la sentinelle est à la bonne place. Parfait. On met tel plan en application, puis là, je gagne des différents bonus, ça me permet d'aller chercher des jetons, tout ça. Ça, je trouve ça super thématique, super intéressant. Ça me donne une espèce de feeling Shadowrun en enlevant la magie, puis les races fantastiques. Mais j'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé l'immersion que le jeu t'amène. Fait que tu cherches un jeu qui t'amène ailleurs, qui fait quelque chose de différent de beaucoup d'autres jeux, qui a quand même un aspect euro dans sa gestion. C'est pas tout à fait du contrôle de territoire, c'est 2 actions par tour, puis j'essaie d'augmenter mon influence sur les différentes lieux, puis de contrôler le plateau le mieux possible, de contrôler. C'est un jeu de timing, là, très important. Fait que moi j'ai trouvé ça super intéressant. C'est pas un jeu qui est super dispendieux, qui a un beau visuel. Je sais qu'il y a une version de luxe qui existe parce que c'est un jeu Kickstarter, évidemment. Mais selon ce qu'on me dit, ça vaut pas tant la peine de le pourchasser si tu peux avoir la version magasin. Sur ce, c'est un jeu qui n'est pas facile à expliquer. J'espère que j'ai réussi à faire un job pas si pire, à tout le moins suffisamment pour savoir pour toi si c'est un jeu que tu penses qui va t'intéresser ou non. Moi, c'est un jeu qui m'a beaucoup, beaucoup plu. J'ai hâte de rejouer. Et sur ça, moi, je vais te souhaiter une excellente fin de journée. Je vais t'inviter à venir t'abonner si ce n'est pas encore fait, à venir t'abonner à notre chaîne YouTube, venir nous visiter sur Twitter, Facebook, Instagram. Pourquoi pas venir nous supporter sur Patreon pour que l'on puisse continuer à te fournir du matériel que l'on espère être d'excellente qualité. Sur ce, ciao, fais attention à toi, à la prochaine. Chill.